Figure de la magistrature et de l'antiterrorisme, le procureur François Molins a pu incarner une justice qui sut communiquer sur son action, en particulier au cours de la précédente décennie. Le voilà qui écrit ses mémoires. Cela ne signifie pas qu'il se retire du monde. On va avoir l'occasion d'en parler. Il conjugue de multiples engagements, même s'il est retiré officiellement de sa carrière judiciaire depuis le milieu de l'année dernière. Mais la carrière de François Molins embrasse toute une époque. Elle offre aussi le prétexte de s'interroger sur le rôle de la justice. La justice est une institution quand même un petit peu curieuse, puisqu'elle porte le nom d'une vertu. Et c'est une institution à la fois extrêmement puissante et décriée. On parle du gouvernement des juges, mais on parle aussi de sa lenteur. On parle aussi de son empathie sélective. L'affaire Fillon, par exemple, a pu montrer une certaine célérité de la justice qui a pu jouer un rôle politique tout à fait considérable. D'ailleurs, je n'ai pas prévu les sujets avec François Molins, donc j'aurai la liberté de lui poser la question. On va voir ce qu'il a à nous dire. Il va sur tous les médias, y compris sur CNews. Alors je lui posais la question à l'instant de savoir s'il avait écouté l'audition de Vincent Bolloré, par exemple, par les parlementaires. Donc on va lui poser tout simplement cette question-là parmi tant d'autres. Bonjour François Molins. Bonjour. Alors je précise que vos mémoires s'appellent Au nom du peuple français. Ça a un côté très déclamatoire quand même. Au nom du peuple. On a l'impression que vous êtes là avec une baïonnette. Non, c'est pas du tout une baïonnette. Ça renvoie en fait au double objectif de ce livre. Le premier, c'est d'expliquer le métier de procureur et le fonctionnement de la justice, parce que nos concitoyens la connaissent très mal. Et le second, c'est une façon de rendre compte de son action, parce que, et c'est ça que j'ai voulu rappeler avec ce titre, la justice est rendue au nom du peuple français. Et comme elle traverse depuis quelque temps une forme de crise de légitimité, c'est une façon de rappeler au nom de qui elle est rendue, au nom de qui les décisions de justice sont rendues chaque jour. Quel est l'aspect le plus saillant de cette crise de légitimité selon vous ? En quoi la conteste-t-on, la justice ? À part pour sa lenteur. La justice est contestée parce qu'elle peine, j'allais dire, à remplir son rôle, compte tenu de l'évolution qui a été la sienne au cours de ces dernières années, où elle subit d'abord une crise effectivement de légitimité, puisque un bon nombre de nos concitoyens lui reprochent d'être trop laxiste. Moi, je me suis toujours opposé à cette vision des choses, parce que je considère qu'elle elle n'a jamais été aussi sévère. Il suffit de voir le nombre de gens qui sont aujourd'hui en prison. On n'a jamais atteint de tels records. Et elle subit surtout une crise... Elle n'a jamais été aussi sévère. Oui, tout à fait. Il n'y a jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises, qui est un des pays d'Europe dans lequel, effectivement, il y a le plus de détenus. Et crise de moyens, parce que ça, je l'ai vécu au cours de mes plus de 40 ans de carrière. Elle a subi une situation qui a consisté à la voir mettre en œuvre de plus en plus de réformes, sans qu'on lui donne véritablement les moyens de le faire. Donc petit à petit, la réponse s'est progressivement dégradée, les délais se sont dégradés, et les magistrats ont fait ce qu'ils ont pu, mais effectivement, nos concitoyens ont certainement à juste titre le sentiment que la justice finalement s'est éloignée d'eux, qu'elle n'est pas assez rapide, qu'elle est trop complexe, qu'elle est peu accessible, et tout ça effectivement aboutit à la situation que l'on connaît malheureusement aujourd'hui. Et ce qui est mis en cause, François Molins, j'imagine que vous avez été interrogé là-dessus, c'est beaucoup son indépendance. Si vous prenez par exemple la loi immigration, dont certains disent que finalement elle n'allait pas si loin que ça, et le Conseil constitutionnel a remis au placard quelques dispositions qui pouvaient déplaire à une certaine frange de l'opinion. Est-ce que vous estimez qu'elle a été partisane ? Moi, je ne vois pas tout à fait les choses comme ça. J'imagine. On vit dans une démocratie qui est caractérisée par un état de droit. Cet état de droit, il est fondé sur un système de valeurs que tout le monde connaît, notamment les droits fondamentaux et les libertés. Mais un état de droit, ça s'entend aussi d'un État qui accepte les limites du droit. C'est-à-dire que c'est un État qui vit dans un système dans lequel son action est limitée par certaines règles de droit. C'est pour ça qu'il y a un Conseil constitutionnel qui est là pour rappeler effectivement ce qui est admissible, compte tenu des limites posées effectivement à cet État, et ce qui ne l'est pas. Et c'est tout simplement le travail qu'il a fait, et qu'il fait tous les jours en termes de contrôle de constitutionnalité, quand on soumet à son examen des lois qui viennent d'être votées. Alors justement, ça me permet de parler de la Corse, que vous connaissez bien, oui. Puisque l'autonomie de la Corse, qui est sur les rails, c'est la volonté du chef de l'État de prévoir un statut d'autonomie de la Corse. C'est un pouvoir normatif qui sera sous contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Vous estimez que vous restez dans les cadres ? Alors, moi, je n'ai pas lu précisément le projet ou l'avant-projet. J'ai entendu effectivement ce qui se disait. Personnellement, comme citoyen, je trouve que ça va effectivement extrêmement loin, notamment par rapport au pouvoir normatif.
Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, parce que effectivement demain, je suis catalan, hein. Les Catalans, les Bretons, les Basques, tout le monde peut demander la même chose, hein. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai une conviction, je vis au corps depuis très longtemps, c'est que je pense que la Corse a traversé de fortes période de turbulence et de violence, et qu'elle a effectivement aujourd'hui vocation et le droit de vivre dans la dignité et dans la continuation, j'allais dire aussi, de certaines valeurs qui font effectivement sa spécificité. Donc vous estimez que c'est une évolution qui n'est pas contraire Je trouve ça va quand même un peu loin. Voilà. Ça va un peu loin. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de la Corse? Il me semble que dans votre livre, vous dites mais c'était pour l'éducation de vos enfants, vous avez voulu la quitter parce que vous étiez un petit peu loin du continent. Oui. C'est ça? Vous savez, c'est comme toutes les médailles, hein. Il y a un endroit et un envers. Il y a des valeurs traditionnelles très fortes, hein. Moi, que j'avais beaucoup apprécié, c'est un grand sens de l'honneur, le respect, la solidarité, l'importance de la valeur de la famille. Le mauvais côté, c'est effectivement une tradition de violence qui remonte à la nuit des temps. Et puis, j'allais dire, un affairisme et une forme de loi d'omerta, hein, qui fait que quand on est magistrat là-bas, c'est très difficile de travailler parce qu'il y a très peu de témoignages et c'est très difficile de faire progresser les enquêtes. Donc c'est un exercice professionnel qui est assez compliqué. Mais encore une fois, c'est une société avec des très belles valeurs et j'espère qu'elles survivront effectivement à tous ces tourments. Si on reprend juste le fil de votre carrière, François Molins, vous avez été à Montbrison, ensuite à Villefranche-sur-Saône. Et la Corse, c'est après. Et la Corse, c'est après, de juin 91 à fin 93. Et donc, sur un plan de carrière, ça compte la Corse, parce que c'est une épreuve du feu quand même. Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose, moi, professionnellement, qui m'a beaucoup apporté. Je n'étais pas obligé d'y aller, je ne l'avais pas demandé. On me l'a proposé et j'ai accepté. Truche. Oui, Pierre Truche, je l'ai accepté compte tenu de l'intérêt du poste. Et je n'ai jamais regretté professionnellement d'y être allé, parce que c'est véritablement un endroit où vous conduisez une action publique, comme on dit chez nous, hein, où vous menez des politiques pénales d'une intensité telle que c'est une expérience professionnelle qui est véritablement irremplaçable. Quand on parle de gouvernement des juges, François Molins, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exagéré? C'est vrai? Il faut définir l'affaire Fillon il faut définir ce qu'on entend par gouvernement des juges. Effectivement, je trouve que c'est une formule qu'on emploie un peu de façon un peu légère et un peu trop fréquente. Moi, je pense que le gouvernement des juges, il existe simplement quand le juge applique des normes qui sont issues de son propre esprit. Tant que le juge ne fait qu'appliquer la loi, on ne peut pas parler de gouvernement des juges. Et vous avez des cas où le juge, dans ce cas, c'est l'arbitraire, si ça sort de mon esprit. Tout à fait. Si ça sort de mon esprit, c'est arbitraire. Et là, effectivement, on peut parler de gouvernement des juges. Mais si magistrat, j'applique la loi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je l'applique, je suis dans mon office, je suis dans mon rôle qui est d'appliquer la loi, et c'est ce que je fais. L'affaire Fillon, qu'est-ce que vous en gardez comme leçon ? J'en garde comme... ça renvoie, si vous voulez, au rapport de la justice et du politique. Moi, j'en garde comme leçon que chacun doit rester à sa place. Le politique ne doit pas se mêler de justice et la justice ne doit pas se mêler de politique. Pour autant, c'est une réflexion que je me suis souvent faite à Paris. On est et on sera critiqué quand on est magistrat, quoi qu'on fasse dans ce type de dossier. Parce que si ça a été le cas pour M. Fillon, ça a été le cas pour M. Sarkozy, ça a été le cas pour M. Cahuzac, si vous poursuivez, vous allez être accusé effectivement de rentrer dans un jeu politique et d'en vouloir au gouverneur et d'en vouloir à une personnalité. Si vous classez, vous serez aussi critiqué de la même façon, mais par l'autre partie. Donc, en tout état de cause, vous serez de toute façon critiqué et vous aurez à justifier de votre action. Je pense que simplement, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il n'y a plus de trêve aujourd'hui dans notre pays et le juge remplit un office qui, certes, n'est pas facile, hein, mais il fait son travail. Comment expliquez-vous, François Molins, que des éléments de dossiers sensibles se retrouvent dans la presse alors que normalement, il y a le secret de l'instruction? Ce secret de l'instruction qui n'est pas un secret pour tout le monde. Ça devrait l'être, parce qu'il y a effectivement une règle d'or dans le Code de procédure pénale, qui est l'article 11, qui oblige normalement tous ceux qui concourent à la procédure à garder des informations secrètes. Le problème, c'est que tout le monde ne concourt pas à la procédure. Il y a des fuites. Il peut y avoir des fuites au niveau des services de police. On sait aussi que parfois, il peut y avoir des fuites au niveau de certains magistrats. Les avocats ne concourent pas à la procédure, donc ils ne sont pas tenus au secret eux-mêmes, et ils peuvent effectivement
aussi faire fuiter des choses dans l'intérêt de leurs clients. Donc un avocat qui a accès au dossier, après une mise en examen, peut très bien aller... Il peut donner des éléments, il peut les rendre publics si c'est conforme à l'intérêt de son client, à partir du moment où il ne viole pas certaines règles. Donc tout ça fait effectivement que ce sacro-saint secret, il est quotidiennement violé. Et les choses sont telles que lorsqu'aujourd'hui on essaie de faire des investigations pour savoir si le secret a été violé et par qui, on tombe très vite, si vous me permettez l'expression, sur un os, puisqu'on vit dans une démocratie dans laquelle on a choisi de protéger le travail des journalistes à travers une règle qui s'appelle le secret des sources. Et un journaliste aujourd'hui qui aurait écrit un article dans lequel il fait état de certaines informations couvertes par le secret, il est protégé par ce secret des sources et on ne peut pas l'obliger à dire de qui il tient son information. Donc tout ça fait qu'effectivement, le secret aujourd'hui, il est totalement virtuel et c'est une pure fiction, certainement. Et ça peut se retourner, effectivement, contre les gens, puisqu'ils sont mis en examen, mais ils bénéficient aussi de la présomption d'innocence. Et quelque part aussi, ça vient compliquer l'équilibre de toutes ces institutions. Alors, je vais parler contre ma profession, mais jugeriez-vous logique, normal, conforme à l'esprit de la loi, que l'on pénalise les journalistes qui dévoilent une info relevant du secret des sources? Non. Enfin, relevant du secret de l'instruction, pardon. Je pense que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut régler les choses. Je pense que les journalistes, ils font leur travail. La Cour européenne des droits de l'homme les avait qualifiés de chiens de garde de la démocratie. Je trouve que c'est une très belle expression. Et heureusement qu'ils sont là, les journalistes. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faudrait. Il faudrait simplement peut-être mieux réfléchir à des dispositions de nature à mieux protéger la présomption d'innocence. Il y avait un système auquel on avait pensé dans le cadre de plusieurs comités, plusieurs rapports, qui notamment consisterait, sauf lorsque vous devez mettre quelqu'un en prison, à retarder finalement la mise en examen à l'issue du dossier. C'est-à-dire que, sauf cas urgent où il faudrait mettre la personne en prison, on attendrait la fin des investigations et du dossier pour lui dire « Monsieur, je vais vous mettre en examen », ou au contraire, je ne vous mets pas en examen. Et en attendant, il ne serait que témoin assisté. C'est complètement différent en termes de protection de la présomption. On avait fait là-dessus quelques... Témoin assisté, on est préservé quand même. On avait fait quelques propositions là-dessus avec le comité des États généraux, présidé par Jean-Marc Sauvé, il y a 2 ans, mais qui n'ont pas été retenues. François Malins, vous parlez de votre premier réquisitoire à un moment, avec une certaine émotion. C'était, je crois, dans le sud de la France. Carcassonne. Carcassonne, voilà. Et qu'est-ce qui motive un procureur, qui donc défend l'intérêt général, à écrire en vertu de quoi il se prononce? Il y a la loi, certes, mais est-ce qu'il recourt à des arguments moraux? Est-ce qu'il y a une rhétorique? Est-ce qu'il y a un moyen d'emporter l'adhésion? Est-ce que les choses sont déjà écrites d'avance parce que la loi, finalement, fait entrer dans des cadres et des situations, la jurisprudence écrit un petit peu les choses d'avance? Est-ce que la parole a un poids? Oui, bien sûr, la parole a un poids. La parole a un poids et le travail justement du procureur ou de l'avocat général, comme on dit, devant la cour d'assises, ça va être de développer une argumentation pour convaincre le jury, composé effectivement de jurés, ou convaincre une cour ou un tribunal composé de magistrats professionnels. Il va falloir qu'il développe une argumentation dans le cadre de laquelle il n'a d'autre limite que de dire des choses qui sont conformes au bien de la justice. C'est-à-dire que c'est le bien de la justice qui doit guider l'articulation et le choix de tous les arguments qu'il va choisir effectivement de développer. C'est la seule limite qu'il a. À partir du moment où il y a cette notion de conformité au bien de la justice, il peut dire tout ce qu'il veut. Mais dans cette conformité au bien de la justice, il y a bien évidemment le respect des règles professionnelles auxquelles on est astreint à travers le respect des règles de loi, de la procédure, des grands principes, du contradictoire, du choix d'une peine qui soit juste. Il y a notamment une règle. Moi, comme procureur, je me suis jamais amusé, entre guillemets, à requérir plus haut en me disant les jurés vont prononcer une peine plus basse, donc je vais demander plus haut. J'ai toujours essayé de demander la peine que je mettrais, moi, si j'étais assis à leur place. C'est un exemple. Les peines, alors on ne va pas forcément entrer trop dans le détail, mais aux assises, ce qu'on appelle les peines de sûreté, est-ce qu'aujourd'hui, on ne joue pas avec là aussi la rhétorique, la durée? On sait que la perpétuité n'est pas la perpétuité, donc on parle de perpétuité réelle, mais qui demeure une perpétuité qui n'en est pas une. La justice, qui normalement doit utiliser des mots parfaitement justes, est-ce qu'elle ne joue pas? Est-ce qu'elle ne trompe pas le vocabulaire? Non, mais après, il y a certains cas extrêmes dans lesquels la perpétuité peut de fait être réelle.
Non, je ne pense pas qu'on joue avec tout ça, mais c'est vrai que ça, ce que vous dites renvoie aussi au fait qu'on a des procédures particulièrement compliquées en termes d'aménagement des peines, qui font que, effectivement, compte tenu de la situation du parc pénitentiaire, du manque de places en prison, des difficultés à ramener les peines à exécution, on est certainement aujourd'hui dans notre pays, en termes d'exécution des peines, face à un mécanisme d'érosion, dans la mesure où un tas de peines prononcées par les juridictions criminelles et correctionnelles ne sont pas appliquées telles qu'elles ont été prononcées, justement parce qu'elles vont être aménagées. Donc, on anticipe le fait qu'elles vont être aménagées. Vous animez une association, vous êtes présent dans les lycées, les collèges aussi ? Plutôt lycée. Plutôt lycée, hein. Pour parler de la justice, oui. Parlons démocratie. Ça, c'est l'une de vos activités, puisque vous avez aussi une chaire à l'ICES, à La Roche-sur-Yon, donc l'école de Philippe de Villiers. Oui. Et puis vous avez un autre engagement encore. Hein. Monsieur de Villiers n'y est plus. C'est l'Institut catholique d'études supérieures. Voilà. C'est vous qui avez été sollicité ou... À l'ICES ? Oui. J'y suis allé par un ami, en réalité, qui est magistrat et diplomate. Et j'avais connu l'actuel président lorsqu'il était directeur du centre de recherche de l'Académie militaire de Saint-Cyr. C'est un professeur de droit public, Éric Guérardi. Donc, effectivement, on m'a fait des propositions pour y aller. Et donc, je rejoins cet ami qui travaillait là-bas. Donc, je donne des conférences. Et en réalité, donc, avec cet ami et puis avec un ancien, celui qu'on avait appelé le sauveur de Notre-Dame, le général Gallet, des pompiers de Paris, oui. on anime une chaire qui est en cours de construction, qui va travailler sur l'indépendance stratégique et qui a pour but d'animer le travail de l'Institut et de quelques doctorants sur cette notion d'indépendance stratégique, en croisant, si vous voulez, la recherche fondamentale et les problèmes vécus sur le terrain par tout le tissu entrepreneurial et industriel de la Vendée, dans lequel, on le sait, il y a des très très grosses entreprises qui travaillent beaucoup à l'exportation d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'assez novateur, qui recouvre bien sûr des aspects juridiques, mais aussi économiques, numériques, géopolitiques, économiques. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc ça vous occupe bien. Et Parlons démocratie ? Et Parlons démocratie, donc c'est une association qui a été créée il y a quelques années, qui a pour but de développer le sens civique des jeunes en leur expliquant le fonctionnement des institutions. Donc effectivement, régulièrement, de temps à autre, il y a 8 jours, j'étais à Henri IV. Il y a 2 mois, j'étais dans un lycée en Seine-Saint-Denis, au Bourget. On va à la rencontre des lycéens pour leur expliquer, moi en ce qui me concerne, le fonctionnement de la justice. Et on a aussi des actions de formation envers les professeurs d'histoire-géographie, parce qu'aujourd'hui, vous avez en terminale une option très intéressante qui existe, qui s'appelle Droit et grands enjeux du monde contemporain, pour justement mieux acculturer les jeunes aux problèmes des institutions publiques et notamment aux problèmes judiciaires. Oui, parce que cette discipline n'est pas enseignée avant la terminale, hein, justement. Enfin, j'espère que ça va se développer parce que ça mériterait d'être beaucoup plus systématisé. Les juges, c'est une profession très féminisée, François Molins. Oui. Trop féminisée ? Non, je ne dirais pas ça. La féminisation n'affecte pas la qualité. C'est le seul marqueur qu'il doit y avoir dans une profession. Et du coup, il n'y a pas de parité. Parité réelle. Non, il n'y a pas de parité, mais... Pourquoi les hommes ne veulent pas devenir juges ? Je pense que ça renvoie à des questions plus sociologiques qui renvoient aujourd'hui au mode de fonctionnement des nouvelles familles dans lequel on travaille à la maison, on travaille aussi au bureau, il y a un plus grand partage des tâches entre les hommes et les femmes. Et puis ça renvoie peut-être aussi au fait tout simplement que, regardez les études juridiques, moi je vais souvent dans les facultés de droit, je vois beaucoup d'amphis en 3e et 4e année, à 75-80%, ces amphis sont complètement féminins. Donc finalement, les concours avocats, magistrats sont le reflet effectivement de ce qu'on voit dans les facultés de droit. À l'opposé, effectivement, les études scientifiques, où il y a beaucoup plus de garçons que de filles. C'est comme ça. La justice est-elle trop à gauche ? Non. La justice fait son travail. J'essaie d'expliquer dans mon livre justement que l'exercice du magistrat, ça concerne à incarner une forme d'indépendance dans le cadre de ses fonctions. Et l'indépendance, c'est bien sûr les règles statutaires dont on va bénéficier, mais c'est aussi un apprentissage personnel qui consiste à identifier et à pouvoir se libérer de ses préjugés, de ses opinions, de ses faiblesses, de ses dépendances. Donc un magistrat, son travail, c'est d'appliquer la loi, de l'interpréter, en faisant abstraction de ses opinions religieuses, philosophiques ou politiques.
Le mur des cons, ça a quand même beaucoup marqué l'image de la justice, non? Ça a fait du mal. Je suis le premier à le reconnaître. C'est certainement pas ce qui s'est passé de mieux. Je pense que ça a fait beaucoup de mal et ça doit justement éclairer sur l'exigence d'impartialité qu'il doit y avoir dans le cadre de ces fonctions. Quand on est effectivement trop impliqué, à raison de positions qu'on a prises lorsqu'on est magistrat, il faut se déporter ou au contraire noyer, j'allais dire, la décision dans la collégialité. La collégialité, c'est une excellente formule pour justement restaurer l'impartialité d'une formation où on va rendre la justice à plusieurs. Malheureusement, on ne le fait pas assez, compte tenu du manque de moyens dont on souffre. François Molins, l'antiterrorisme, en quoi ça modifie l'exercice d'un métier comme le vôtre? Ça modifie nécessairement un métier parce que quand on a des responsabilités en matière d'antiterrorisme, et je pense notamment à ce que j'ai vécu pendant 7 ans au parquet de Paris, on est confronté à l'horreur, à l'indicible, et on est confronté à des situations porteuses d'enjeux tout à fait hors normes, qu'il va falloir relever. Donc ce sont des situations, si vous voulez, tout à fait exceptionnelles, je pense, dans le cadre d'une carrière de magistrat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les terroristes, enfin en tout cas, je ne sais pas comment vous avez vu les procès qui se sont ensuivis après certaines affaires, finalement la parole des terroristes n'a pas beaucoup de valeur sociale, on n'en tire pas grand-chose de la présence dans le box de terroristes. Si, je pense que, quand même. Moi, je pense que les procès qu'il y a eu sur Charlie Hebdo et Vendredi 13 ont montré que... Qu'est-ce que ça montre ? Je pense que ça montre que la justice peut fonctionner et relever parfaitement ses enjeux à partir du moment où on lui donne les moyens de le faire. Je pense que sur ces décisions rendues sur les affaires Charlie Hebdo, Hypercacher et Vendredi 13, la justice a bien fonctionné. Les accusés ont eu leur place. Je rappelle que dans certains de ces dossiers, il y a eu aussi des décisions d'acquittement, des décisions de requalification avec des choses qu'on a laissées de côté, qu'on a laissé tomber. Et je pense que l'audience a été véritablement un lieu de parole, tant pour les accusés que pour les victimes. Donc pour moi, j'en retire l'image d'une justice qui a réellement bien fonctionné. Vous avez dit tout à l'heure, les médias finalement peuvent dire les infos qu'ils reçoivent. Il n'y a pas de raison de brider la protection des sources. Est-ce qu'un média, lors d'une prise d'otage, peut dire des infos qu'il convient de ne pas dire ? Non. Effectivement, il y a des choses qu'il ne doit pas dire. Je pense qu'il a aussi une responsabilité, le journaliste. Il a une éthique à respecter. Et je pense que le travail d'un journaliste ne doit pas venir interférer sur le travail de la police ou de la gendarmerie pendant une prise d'otage. Et je vous rappelle que là-dessus, si ma mémoire est bonne, c'est en octobre ou novembre 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a édicté un code de conduite qui justement demande aux journalistes de notamment éviter d'entrer en contact avec les terroristes dans ce cadre, dans ce type de circonstances, pour laisser justement la police et la gendarmerie faire leur travail normalement. Merci beaucoup François Molins. Il y avait encore pas mal de sujets à traiter, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir autour, pourquoi pas, de vos différentes activités. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, au nom du peuple français, ce sont vos mémoires publiées chez Flammarion. Excellente journée. Merci à vous.